Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Nous allons commencer. We'll just make sure that whoever hasn't arrived yet gets a late slip. Je veux m'assurer que les gens qui sont arrivés en retard, il y a des directeurs d'école présents. Alors, bonjour, bienvenue à Sisler High School, l'école Sisler, to the Canadian Museum for Human Rights' second annual public meeting. de la deuxième rencontre publique annuelle du musée. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui se joignent à nous en direct. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Angela Cassie, je suis directrice des communications et des relations externes pour le musée et je serai la maître de cérémonie pour la rencontre aujourd'hui. J'aimerais commencer par remercier le directeur de l'école Sisler, George Heska, et le vice-directeur Ken Reimer pour votre hospitalité et pour votre aide à organiser cette activité. Merci beaucoup. Bon, un certain nombre d'élèves nous ont aidés aussi, ceux qui vous ont accueillis à la porte. Il y aura des élèves qui vont parler et qui vont faire une présentation. Beaucoup d'élèves ont aussi aidé à préparer les rubans blancs que vous verrez à l'extérieur de la salle. Et nous allons en parler plus en détail un peu plus tard aujourd'hui. Avant de commencer le programme ce matin, j'aimerais parler de quelques détails administratifs. Bon, d'abord, les toilettes, très importants, sont à l'extérieur de la salle, au fond du couloir. Bon, l'interprétation simultanée est aussi offerte en français et en anglais. Il y a des interprètes et les casques d'écoute sont à l'arrière de la salle. Poste numéro 1 pour l'anglais. Serait pour la traduction simultanée en français et c'est tout disponible au fond de la salle. ASL Interpretation. Bon, l'interprétation en ASL est également disponible et nous invitons ceux qui ont besoin de ce service-là à s'approcher de l'interprète. Et nous avons des employés qui peuvent vous aider aussi. Et je pense que c'est tout pour les détails administratifs. Bon, comme j'ai dit, cette rencontre est diffusée en direct et vous allez voir des caméras vidéo et des photographes qui circulent dans la salle. Donc, soyez conscients de cela. Donc, pour parler brièvement de ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons commencer avec des présentations de notre directeur du conseil d'administration et ensuite notre PDG et notre chef des opérations financières. Il y aura ensuite une présentation spéciale des élèves de l'école. Ensuite, une discussion avec certains membres de notre personnel qui vont parler du fonctionnement quotidien du musée. Et il y aura ensuite une courte période de questions et de réponses. Et à la fin de la période des questions, les journalistes pourront poser leurs questions. Donc, nous espérons terminer à midi. Je vais faire tout en mon pouvoir pour le faire. Bon, sans plus tarder, j'aimerais commencer par inviter le nouveau président de notre conseil d'administration, Eric Hughes. Eric fait partie de notre conseil depuis 2009 lorsqu'il a été nommé comme vice-président et il a travaillé comme président intérimaire depuis décembre 2011. Il a travaillé comme chef des opérations financières de Coral Hill Energy et de Wave Energy. On lui souhaite la bienvenue. À Monsieur Eric Hughes. Good morning. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Thank you, Angela. Merci, Angela, pour cette présentation. Merci aux élèves de l'école Sisler de nous avoir accueillis aussi pour l'Assemblée publique annuelle. It's a great pleasure for me to be here. J'aimerais vous exprimer ma plus sincère gratitude pour votre intérêt dans le Musée canadien pour les droits de la personne. Le musée est le premier musée exclusivement consacré à l'évolution des droits de la personne au Canada, à leur avenir et leur célébration. Notre but est non seulement de créer un carrefour national voué à faire connaître les droits de la personne, mais aussi de contribuer à développer un nouveau leadership en matière de droits de la personne, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale.
En entrant dans l'école aujourd'hui, j'ai remarqué l'exposition qui reconnaît un autre aspect important de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'anniversaire du massacre de Montréal. Et à mon avis, c'était un des exemples les plus dérangeants de discrimination en matière de sexe que nous ayons jamais vu. Ces femmes ont été tuées seulement parce qu'elles étaient des femmes. C'était très tragique. C'était tragique non seulement pour Montréal, mais aussi pour le pays au complet. Cette personne a attaqué notre société et nos valeurs. Pour moi, personnellement, à l'époque, en 1999, au mois de décembre, le 6 décembre, j'étais sur le point d'obtenir mes notes en comptabilité et j'étais fiancé avec la femme qui allait devenir ma femme, une jeune femme francophone à l'époque. Et soudain, mes notes semblaient sans importance à la lumière de cet événement tragique. Ce qui est arrivé à ces femmes est devenu très réel et très pertinente. Bon, les liens personnels font en sorte que les droits de la personne soient réels. Bon, l'expérience personnelle établit ces liens, mais l'éducation aussi, c'est une autre façon puissante d'établir ces liens. Comme vous allez l'entendre plusieurs fois ce matin, l'éducation est un pilier central de ce projet incroyable qu'on appelle le Musée canadien pour les droits de la personne. Donc, il est tout à fait pertinent qu'on tienne cette rencontre annuelle dans une école. Je veux dire aux élèves aujourd'hui ce que j'ai dit à mes propres enfants lorsque je parlais à leur école secondaire à Calgary il y a quelques mois. Bon, vous vivez une époque qui est vraiment sans précédent. Vous êtes plus branchés, vous avez plus de connaissances technologiques, vous êtes plus mobile et vous êtes plus conscient que toute autre génération qui vous a précédé. Et le fait de grandir dans un pays comme le Canada, cela vous donne une occasion sans précédent, non seulement de laisser votre marque dans ce monde, mais de faire de ce monde un endroit meilleur où vivre. Nous vivons dans un monde qui a besoin de votre leadership. Vous savez qu'il y a des personnes ici à Winnipeg et partout au monde qui font face à des obstacles très importants tous les jours, simplement en raison de qui ils sont. Et notre responsabilité, c'est de changer cela. Le Musée canadien pour les droits de la personne va vous donner de nouveaux outils pour que vous puissiez commencer à enlever ces obstacles-là. Mais c'est à vous de les utiliser et je vous invite à relever le défi. Laissez votre marque. Montrez au monde que vous, en tant qu'individu, et que nous, en tant que pays, montrez-leur ce dont nous sommes capables d'accomplir. Aujourd'hui, vous allez entendre ce que le musée fait pour créer un endroit où toutes les personnes peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre les défis en matière des droits de la personne. C'est une époque remarquable pour un projet remarquable. Nous avons confirmé l'ouverture de notre musée en 2014. Nous avons terminé tous les travaux de construction extérieure et nous travaillons maintenant à l'intérieur de l'édifice. Et il n'y a pas longtemps, on mettait l'accent sur la recherche, la planification et le développement. Et maintenant, nous sommes à un point stimulant de transition. On passe de la recherche à la fabrication des expositions et la planification on passe aux opérations. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de la vision du musée, de notre ouverture en 2014 et vous allez entendre parler de notre plan pour s'y rendre. En tant que conseil de direction, nous sommes responsables en vertu de la loi pour tous les aspects de notre fonctionnement. Nous sommes les gérants de notre institution. Nous supervisions la gestion et nous assurons que toutes les questions principales reçoivent la considération requise. Donc, c'est un travail très important et j'aimerais remercier tous les directeurs qui travaillent si fort et qui sont si dévoués à ce projet. De plus, notre personnel compte des individus très dévoués et très créatifs. De la part du conseil des directeurs, j'aimerais reconnaître tous les employés du musée.
Nous vous remercions de votre expertise, de votre énergie, de votre passion pour ce projet. Vous travaillez très fort à l'heure actuelle et je veux que vous sachiez que nous sommes tous très conscients de vos efforts et nous vous en remercions. C'est un projet auquel nous participons tous. J'aimerais aussi reconnaître les amis du Musée canadien pour les droits de la personne, c'est-à-dire ils mènent une campagne de financement qui a été une réussite nationale. 6 millions de dollars en dons privés nouveaux au cours de la dernière année. C'est remarquable et 136 millions de dollars ont été collectés jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas encore terminé. J'aimerais aussi reconnaître les nombreux partenaires du musée, les gouvernements aux 3 niveaux qui ont longtemps reconnu la valeur de cet investissement, les milliers de Canadiens qui ont aidé à façonner ce projet avec leurs idées, leurs commentaires et aussi leur expertise. À chacun d'entre vous aussi pour votre intérêt dans un projet qui est plus gros que nous tous, mais qui va nous permettre de faire des changements importants dans le monde. Merci encore une fois à l'École secondaire Sisler et aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays de se joindre à nous pour l'activité d'aujourd'hui. Je suis content que vous soyez là aujourd'hui et nous avons hâte de vous accueillir en 2014. J'aimerais maintenant passer le micro à notre PDG, M. Stuart Murray. Merci, Eric. Bonjour. George, je voulais simplement dire qu'il y a 79 grandes raisons qu'on devrait vous donner, on devrait vous embrasser aujourd'hui, George. Vous avez dit, oui, George, je vous parle de vous, mon ami. 79 raisons de vous embrasser, mais c'est bon, c'est un petit secret. Je veux remercier ici les autres qui nous ont accueillis à l'école Sisler. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, ici à Winnipeg, mais aussi en ligne. D'être ici avec vous. J'aimerais aussi vous exprimer ma plus sincère gratitude pour votre intérêt dans le Musée canadien pour les droits de la personne. If you're a reader of our weekly blog, si vous lisez notre journal en ligne toutes les semaines, ou bien si vous nous suivez sur Facebook ou Twitter, vous savez le travail que notre personnel fait déjà à l'heure actuelle. Nous nous approchons de notre inauguration en 2014. Mais les rencontres publiques, comme celle d'aujourd'hui, sont également très importantes. Ce sont des possibilités de prendre du recul et de regarder la vue d'ensemble. On peut parler aussi directement aux Canadiens sur le travail que nous avons effectué au cours de la dernière année et leur parler des étapes qui nous attendent encore. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque je m'éloigne de mon bureau et que je pense au stade où on en est arrivé avec ce musée, lorsque je vois ce que notre équipe a réalisé au cours de la dernière année, je suis très fière. Et je vais vous dire pourquoi. Le processus de construction d'un musée des droits de la personne, et surtout de le faire comme il faut, eh bien, c'est très compliqué. À chaque étape, pour faire les choses comme il faut s'assurer que nos décisions reflètent ce que nous avons entendu, ce qu'on a entendu pendant nos sessions publiques à l'échelle nationale. Ça veut dire qu'il y a un dialogue continu avec les collectivités, les défendeurs des droits de la personne et aussi tous les conseils académiques. Ça veut dire que toutes nos décisions vont être examinées et il faut qu'elles puissent répondre aux attentes des examinateurs externes et surtout qu'elles répondent aux attentes, des attentes les plus élevées que les Canadiens, dont les Canadiens nous ont fait part. En termes pratiques, ça veut dire qu'on construit un musée national des droits de la personne qui va être une source de fierté nationale. Il y a un débat passionné sur la manière dont ce musée va raconter certaines histoires. Et il y a également un débat sur les histoires qu'on devrait y raconter. En fait, des discussions animées de ce genre vont devoir accompagner tous les aspects de la construction de ce projet.
Et c'est comme ça que ça devrait être. Les droits de la personne, ça se défend le mieux par l'éducation et la sensibilisation du public. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue ouvert et un débat assez vigoureux. Il y a de nombreuses manières dont on pourrait aborder le sujet des droits de la personne et chacun a son opinion. Et certains ont des opinions très prononcées. Notre défi, en tant que directeur du musée, c'est de prendre les décisions difficiles au sujet des programmes d'inauguration, en sachant qu'il n'y aura probablement pas d'entente unanime. Si ce muséum était conçu pour être un mémorial ou bien un hommage, eh bien, c'est certain, on devrait certainement mettre l'accent uniquement sur les tragédies. Mais si ce musée vise à éduquer, à inspirer les gens à passer à l'action, alors on doit également inclure des exemples d'actions qui ont mené à des progrès au niveau des droits de la personne. Donc, il faut qu'on fasse deux choses. On doit trouver des manières très importantes de montrer quels sont les problèmes qui existent et de montrer aux gens pourquoi il faut passer à l'action. Mais il faut également trouver des manières très puissantes de voir de quelle manière les actions ont mené à des résultats. Il faut montrer aux gens comment ils peuvent faire la différence. Et c'est ce que l'on veut dire lorsqu'on dit que nous, on essaie d'avoir une approche équilibrée. On ne parle pas ici de couvrir tous les abus qui ont eu lieu ou bien de réécrire l'histoire d'une manière plus agréable. Non, ce que l'on veut, c'est injecter un certain espoir. On veut utiliser une perspective canadienne. Donc, on veut s'assurer qu'il y a des exemples canadiens qui vont être inclus. C'est quand même un musée national canadien. Donc, lorsqu'on parle d'histoire positive, on parle de choses comme, par exemple, le leadership mondial du Canada en termes de mariage homosexuel. On parle de l'engagement envers la vérité et la réconciliation et aussi la reconnaissance des mauvais traitements qui ont eu lieu dans les écoles, dans les pensionnats résidentiels. On parle également d'excuses publiques qui sont devenues un moyen de guérison publique. On parle aussi de programmes anti-harcèlement et anti-intimidation. On parle des droits langagiers. Mais bien sûr, on va également raconter les histoires qui montrent que le Canada n'a pas toujours été à son meilleur. Ça, c'est ce qu'on va montrer. C'est essentiel, mais ça ne peut pas être la seule chose qu'on va montrer. On ne peut pas simplement parler de toutes les plaintes qui ont eu lieu. Donc, ça me ramène à l'éducation. L'éducation, c'est l'objectif d'écoles comme l'école secondaire Sisler, et ça va également être l'objectif du musée. Nos galeries, nos expositions, nos programmes publics vont être conçus pour éduquer et inspirer les gens à passer à l'action au niveau des droits de la personne. Et nous avons fait de grands progrès dans cette direction. C'est ça qui me donne aujourd'hui la fierté. Je réfléchis ici sur tout ce que nous avons accompli et là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a un an, nous avions une coquille vide qui était en métal et en béton. Aujourd'hui, nous avons une merveille architecturale. L'extérieur du bâtiment est entièrement formé maintenant et on a même posé le dernier morceau de verre. Il y a un an, nous avions seulement des plans pour des expositions et des galeries. Nous avions des plans pour, en fait, un montant énorme de consultations, de collaboration. Aujourd'hui, nous sommes passés de la planification à la production. Nous travaillons avec certaines des entreprises les plus créatives du Canada et du monde et nous avons commencé à développer le processus de créer ces expositions et vous allez pouvoir les voir en 2014. Il y a un an, on vous avait promis que le musée mettrait l'accent principal sur une programmation publique qui offrirait de nouvelles possibilités d'apprendre et de parler des droits de la personne. Aujourd'hui, nos portes ne sont même pas encore ouvertes et nous avons déjà réalisé certains de nos engagements dans ce domaine. Nous avons eu des événements tels que la série de séminaires Holodomor que nous avons ouvert dans plusieurs villes canadiennes le mois dernier. Alors, 2 ans même avant notre ouverture, et nous sommes déjà en train de faire les premières réalisations qui correspondent aux promesses que nous avons faites d'ouvrir des portes pour apprendre et converser avec le public et aussi de passer à l'action sur des questions critiques des droits de la personne.
Alors, le bâtiment remarquable qui se trouve à la Fourche, c'est la structure de notre musée, mais l'éducation, c'est le cœur de ce bâtiment. Nous sommes en train de bâtir des partenariats avec des écoles, des universités, des organisations d'enseignants, des ministres de l'Éducation et des académiques des droits de la personne dans l'ensemble du Canada. Ces relations vont établir la scène sur laquelle nous allons travailler pour l'accomplissement le plus important des derniers mois, qui est le développement de notre département de l'apprentissage et de la programmation. Le personnel de ce département s'est engagé à voir que ce muséum bénéficie à toutes les classes de ce pays. Et pas seulement quand les étudiants viennent visiter le musée, mais aussi tous les jours. Et ce matin, nous annonçons une initiative qui va faire en sorte que nous pouvons atteindre ces résultats. Je suis vraiment ravie de reconnaître aujourd'hui la présence ici de Paul Taillefer, qui est le président de la Fédération canadienne des enseignants. Il est venu de Ottawa pour se joindre à nous. Paul, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Bienvenue. Les enseignants du Canada sont déjà aux premières lignes de l'éducation sur les droits de la personne dans ce pays. C'est eux qui amènent déjà des cours, des sensibilisations qui est appropriée à l'âge des enfants sur l'intimidation, le racisme, les discriminations contre le sexe et les différentes capacités. Tout ça, ils l'amènent dans leur propre classe. Mais ce qui se passe, c'est que les enseignants ici à Sisler ont développé une ressource de classe qui est très efficace pour élargir la compréhension de nos enfants sur les droits de la personne. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça aussi à Vancouver, à Halifax, à Montréal? Est-ce qu'on pourrait avoir accès à ces outils dans toutes ces villes? S'il y a des enseignants dans d'autres villes canadiennes qui ont mis au point des ressources d'enseignement qui sont efficaces, est-ce qu'on pourrait utiliser ces ressources et les partager avec les enseignants d'ici, à Sisler? Alors, c'est avec très grand plaisir que je vous annonce ce matin que le Musée canadien pour les droits de la personne et la Fédération canadienne des enseignants se sont joints pour faire en sorte que ça se produise. Ensemble, nous allons travailler avec les enseignants de l'ensemble du Canada pour bâtir un inventaire national de tous les outils d'enseignement sur les droits de la personne. Donc, nous allons avoir une trousse nationale pour les enseignants canadiens, une ressource qui va ouvrir les portes à de nouvelles manières d'enseigner aux enfants sur les droits de la personne. Et nous croyons que nous allons de cette manière ouvrir une nouvelle période, une nouvelle ère dans la manière dont les étudiants canadiens sont éduqués sur les droits de la personne. Ce n'est pas seulement une bonne idée, c'est une initiative et c'est une initiative que nous avons déjà mis en mouvement. Et nous allons voir une illustration très claire de ces progrès au musée. Cette trousse nationale est aussi un très bon exemple de la manière dont on peut traduire des idées en action. Je voudrais ici remercier les efforts de tous ceux qui ont participé au département de programmation et d'enseignement parce que c'est eux qui ont fait en sorte que ce programme peut se produire alors que nous sommes toujours en construction. Ça, c'est vraiment un exploit. Et merci à la Fédération canadienne des enseignants. Nous sommes tellement ravis d'être votre partenaire dans cette initiative. Merci beaucoup de votre partenariat. Alors, cette transition de la planification à l'opération, eh bien, ça souligne l'accent que nous avons mis sur le musée dans les mois derniers et certainement l'accent que nous allons mettre dans le prochain mois. À l'intérieur de notre bâtiment, vous allez voir justement ce changement. Nous allons commencer à allumer les lumières. La tour de l'espoir est déjà devenue un élément permanent dans le paysage du centre-ville de Winnipeg. Vous allez voir que nous allons commencer à amener du personnel essentiel. Nous allons avoir maintenant un plan pour le personnel sur plusieurs années. Vous allez voir que nous allons avoir davantage de programmation qui va être annoncée, comme l'annonce que nous venons d'avoir aujourd'hui. Et vous allez également voir le changement lorsque nous allons commencer à annoncer les détails de toutes nos galeries pour 2013. Nous allons peut-être même pouvoir vous montrer un petit aperçu des outils et de la technologie qui vont être utilisés pour toutes nos expositions. Et notre date d'inauguration va être annoncée pendant les 6 premiers mois de 2013.
Alors, choisir cette date, ça va être l'objet de discussions entre tous les différents planificateurs, les entreprises qui fabriquent nos expositions interactives et aussi tous nos partenaires, que ce soit nos partenaires nationaux ou à l'extérieur. Nous travaillons avec tout ce monde-là pour nous assurer que nous allons choisir un temps idéal pour amener ce produit sur le marché. Alors, tout le travail que nous faisons pour essayer de déterminer cette date, ça se produit à l'heure actuelle. Nous avons toutes sortes de questions et beaucoup de mois très occupés devant nous. Lors de la discussion aujourd'hui, vous allez entendre certaines personnes qui nous aident à développer notre contenu et notre programmation. Nous avons une équipe de recherche et une équipe formidable. Il s'agit d'un groupe plein de talents qui comporte des enseignants universitaires avec un talent extraordinaire dans le domaine des droits de la personne. Notre équipe de conception et de collection travaille à l'heure actuelle sur plus de 80 projets. C'est un travail formidable, mais ils sont en train de le faire. Alors, notre équipe d'apprentissage et de programmation non seulement coordonne la trousse d'outils pour les éducateurs dont nous avons parlé aujourd'hui, mais également un portefeuille pour tous les programmes éducatifs pour les étudiants et le public général. Nous avons un personnel formidable et très talentueux. Nous avons travaillé avec certains des meilleurs musées du Canada et dans le monde. Ces personnes-là ont travaillé avec des musées tels que le Musée canadien de la civilisation, le Musée canadien sur la guerre, la Galerie nationale du Canada, le Musée Pierre XXI à Halifax, la Galerie d'art d'Alberta, la colline parlementaire et aussi le Comité des Jeux olympiques et bien entendu notre propre musée. Je n'ai jamais été aussi enthousiasmée au sujet de ce projet que je ne le suis aujourd'hui. Je n'ai jamais été aussi fière de tous ces gens-là que je le suis aujourd'hui. Ces gens ont pris quelque chose qui n'était rien auparavant, c'était juste une idée, et ils ont bâti ce que vous voyez aujourd'hui. Et on n'a pas fini. Que vous vous joigniez aujourd'hui à l'école Sisler avec nous, ou bien que vous soyez au Canada, n'importe où, je vous invite à rester en contact avec nous. Lisez notre blog, suivez-nous sur Twitter. Et joignez-vous à notre page Facebook. Nous continuons nos efforts. Nous avons encore beaucoup de travail jusqu'à ce que nos portes s'ouvrent et nous avons beaucoup de nouvelles histoires et de nouveaux exploits à partager avec vous. Merci à tout le monde pour partager cette journée avec nous. Merci de votre intérêt. Merci de votre perspective. Merci de votre engagement envers les droits de la personne. Et merci d'accueillir ce merveilleux projet, cette expérience noble qu'on appelle le Musée canadien des droits de la personne. Personne est votre musée. Il vous appartient. The Canadian Museum for Human Rights is your museum. Le Musée canadien pour les droits de la personne est votre musée. Il vous appartient. Et les progrès que nous avons faits aujourd'hui sont également les vôtres. Vous devez les célébrer. Thank you very much. J'aimerais maintenant inviter Suzanne Robertson à venir au micro. Good morning. Bonjour. Bon, comme chef des opérations financières, c'est moi qui parle des chiffres. Comme Stuart a dit, ça a été une année d'énormes progrès. Nous rencontrons nos objectifs et c'est une période très excitante de transition. Bon, l'inauguration est prévue pour 2014 et le musée a des bases financières solides. Bon, on a fait énormément de progrès au niveau de la construction au cours de la dernière année. On a commencé la construction il y a 3 ans et demi. Bon, maintenant, la base ou l'édifice de base est prête. Comme annoncé lors de la dernière rencontre, le coût total du projet est de 351 millions de dollars. Bon, on a lancé 100 des appels d'offres pour l'édifice de l'extérieur et les éléments de base tels que Bueller Hall, le jardin de complétation et la tour de l'espoir vont être terminés d'ici le 31 décembre. Il est stimulant de voir l'intérieur, la peinture, le plafond, les finis à plancher, tout converge pour que le musée prenne possession de l'immeuble en février-mars 2013. Bon, l'aménagement paysager, la plantation d'arbres et d'herbes sera complété
au printemps. Bon, avec le financement en place et la date d'inauguration établie pour le printemps 2014, on fait beaucoup de progrès sur les expositions. Bon, la fabrication des expositions, l'intégration des éléments du visuel ont déjà fait l'objet d'appels d'offres. Et les appels d'offres pour la construction des galeries sera faite en 2013. Donc, nous avons un plan clair pour la préparation à l'inauguration. Nous sommes guidés par une stratégie très solide en matière des exploitations. Bon, nous respectons nos échéanciers et nos budgets et nous cherchons aussi à maximiser la valeur que nous retirons de chaque dollar investi dans le projet. Nous voulons vous donner un survol de nos priorités en ce qui concerne les opérations. L'année dernière, les crédits parlementaires approuvés pour 2011-2012 étaient de 21,7 millions de dollars. Notre priorité, c'était l'achèvement du projet capital. Donc, on a reporté certains coûts et on a réduit certains coûts non essentiels. Le résultat, c'est qu'on a réalisé des économies de 10 millions de dollars. On les a reportés pour 2012 et on nous a permis de les utiliser pour des projets d'immobilisation. Donc, nous avions un budget ou des crédits cette année de 11,7 millions de dollars. Cette année, avec l'ouverture confirmée pour 2014, les opérations du musée reflètent la transition aux opérations et nous allons continuer à respecter notre budget. Bon, la dotation est une partie importante de cette préparation en vue de l'ouverture. Bon, par exemple, on recrute actuellement pour un certain nombre de postes liés à la gestion des établissements, la sécurité, la programmation et les services aux visiteurs. Bon, notre préparation signifie aussi que certains projets financés par le passé ont été reportés et cet écart a mené à l'utilisation de l'excédent des années précédentes. Ce qu'on voit aussi, c'est des dépenses, pour cette année, c'est des dépenses de 66 millions de dollars, mais c'est des montants reportés. Nous allons continuer à respecter notre budget. Bon, le développement le plus important au cours de la dernière année, c'était d'assurer notre financement. Au mois de juillet, pour faciliter un flux de trésorerie qui permettra l'ouverture en 2014, le gouvernement fédéral a accepté d'avancer 35 millions de dollars désignés pour des dépenses d'exploitation futures et ils nous ont permis d'utiliser ces fonds pour terminer la construction du musée. Nous allons rembourser cette avance sur une période de 6 ans à partir de 2018 et 2019. Les amis du musée ont obtenu du financement grâce à une garantie de près de 35 millions de dollars de la province du Manitoba. La ville de Winnipeg a aussi augmenté son engagement vers le projet de l'ordre de 3 millions de dollars. Et finalement, l'appui des partenaires privés continue d'être fort. Les amis sont allés chercher 6 millions de dollars de ces intervenants-là aussi. Bon, l'appui de tous les ordres de gouvernement et du secteur privé sont essentiels au succès de ce projet important. Et nous remercions tout le monde. Bon, donc nous passons aux opérations. On développe les programmes en ce sens. Pour plus de renseignements financiers, vous pouvez aller sur le site Web. Les états financiers audités font partie du rapport annuel et nous affichons aussi des rapports interlunaires. Donc, si vous avez des questions, allez voir le site Web. Et voilà. Merci. Merci, Eric, Stuart and Suzanne. Thank you very much. Merci beaucoup. Et je suis très enthousiasmé par la prochaine partie de notre programme. Et certains d'entre vous se demandent pourquoi dans une école et pourquoi l'école secondaire Sisler. Saviez-vous que Sisler est une des 10 meilleures écoles publiques au Canada et la meilleure école secondaire par la revue Maclean's? Bon, les mathématiques, oui, on les applaudit. Bon, les mathématiques, la technologie, les arts langagiers, la musique, les sports, l'environnement, leur jardin communautaire. Si je revoyais toute la liste de leurs accomplissements, eh bien, ça nous prendrait le reste du temps de notre rencontre. Et c'est très tentant, j'avoue, mais essentiellement, c'est
Ils ont un programme d'éducation très bien développé en ce qui concerne les droits de la personne. Et nous avons beaucoup de choses en commun avec cette école. Bon, le musée vous appartient et nous avons très hâte d'accueillir des élèves, mais le musée est aussi accessible aux personnes qui sont à l'extérieur du musée, que vous veniez nous voir en ligne et ou que vous participiez à nos programmes d'éducation publique. Donc, je suis très heureuse de présenter la prochaine partie de notre programme et j'aimerais souhaiter la bienvenue à Keisha Mendoza, Peter Krawchuk et Jade Erasmo à venir prendre le micro. Ce sont des élèves de l'école secondaire Sisler. Bonjour et bienvenue à notre école. Au nom de notre école, moi, Keisha Mendoza, vous souhaite la bienvenue à tous les invités. Notre école a l'honneur d'accueillir cette assemblée publique annuelle. Afin d'exercer une influence positive dans notre communauté, notre école a plusieurs groupes d'étudiants pour faire la promotion des droits de la personne, que ce soit sur des questions comme la traite des personnes, des questions liées à la question de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, peu importe. Notre école appuie fortement les valeurs des droits de la personne et de la justice sociale. Le 6 décembre 1989, un homme a tué 14 femmes à l'École polytechnique à Montréal. Il a tué ces 14 jeunes femmes dans un acte de haine et de violence qu'on appelle maintenant le massacre de Montréal. Il a tué ces femmes parce qu'elles étaient des femmes et seulement parce qu'elles étaient des femmes. Bon, son nom est devenu un nom familier après le massacre, mais étrangement, les noms des 14 jeunes femmes ont été oubliés. Il faut changer cela. Depuis le massacre, l'école Sisler organise une activité commémorative pour ces femmes ce même jour et dans cette même salle. En fait, il s'agit de la 23e année que nous rendons hommage à ces femmes. Cette année, nous avons l'honneur d'accueillir l'Assemblée publique annuelle du Musée canadien le 6 décembre. Donc, cette activité remplace notre activité traditionnelle de commémoration. Dans une époque où 25 recourent à la violence physique envers les femmes, il devient de plus en plus important pour les hommes de s'appuyer dans cette campagne pour mettre fin à la violence envers les femmes. Dans le corridor ou dans le couloir, vous allez voir l'exposition avec les noms des femmes, avec 14 chandelles qui rendent hommage à la mémoire des 14 femmes qui ont perdu leur vie ce jour-là. Nous nous souvenons des 14 vies qui ont été perdues dans un acte haineux de violence envers les femmes. Et nous nous joignons ensemble dans l'espoir que tout le monde partout puisse être en sécurité. Nous demanderions à tous les hommes dans cette salle de porter un ruban blanc en signe d'appui. Donc, nous vous demandons de prendre un ruban blanc en sortant de la salle et vous les trouverez sur la table juste à l'extérieur du théâtre. Le musée canadien ou la construction du musée est presque terminée. Donc nous, avec la ville de Winnipeg et la province du Manitoba, nous sommes très enthousiastes. Nous espérons que ce musée deviendra un lieu de rencontre national et international pour sensibiliser le monde à l'importance des droits de la personne et qu'il jouera un rôle important dans la lutte contre la discrimination et l'oppression. J'aimerais maintenant présenter la troupe de danse de l'école secondaire Sisler, Sisler's Most Wanted.
secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked the floor. Used to live alone before I knew ya. But I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and broken hallelujah. 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 Eh bien, je crois qu'on comprend tous maintenant pourquoi on appelle ce groupe Sisler Most Wanted. Je veux juste ici reconnaître Melanie Fade qui a aidé à la chorégraphie, qui a aidé les élèves à mettre au point cette chorégraphie merveilleuse. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant passer directement à notre discussion. Je vais commencer à faire les présentations pendant qu'on est en train d'installer les chaises. Tout le monde est ici? Je crois qu'il nous manque encore une chaise. Ah, c'est moi qui vais avoir la chaise la plus basse, apparemment.
Ça va être difficile de faire suite à un tel numéro. Vous voulez essayer de danser? On pourrait essayer quand même. Alors, je veux donc maintenant vous présenter nos experts. Je vais commencer avec Gilles Hébert, qui est le directeur. Il s'est joint au musée en 2012 et il amène plus de 25 ans d'expérience en tant que curateur, administrateur et aussi artiste pendant sa carrière. Il a eu des postes importants avec la Galerie d'art de Winnipeg, le Centre de Saint-Norbert, la Galerie de Saskatoon, la Galerie d'art de Windsor en Ontario et plus récemment, il a été le directeur général de la Galerie d'art d'Alberta à Edmonton. C'est lui qui a réussi à amener cette institution à l'ouverture de son nouveau bâtiment en hiver. Il est né à Saint-Boniface et il a reçu son baccalauréat en art de l'Université du Manitoba et il a également étudié les beaux-arts et il a pris des cours de beaux-arts à l'Université de Toronto, entre autres. En 2002, il a reçu la médaille du jubilé de la Reine et en 2010, il a reçu le prix de l'ancien de l'Université de Winnipeg pour la Faculté des arts. À côté de Gilles se trouve June Krillman, qui est la directrice de notre département d'éducation et de programmation. Elle s'est jointe au musée cette année et elle a plus de 25 ans d'expérience dans la programmation et la mise au point de programmes, à la fois dans le public secteur et privé, pour des musées et des sites historiques et culturels. Elle a joué un rôle important dans le développement de plusieurs institutions nationales, telles que le Musée national de la guerre, Founders Hall et Pierre 21. Elle a également travaillé sur des projets internationaux, comme par exemple un musée pour les enfants en Argentine, l'accès public au Parlement du Rwanda et des expositions internationales en Espagne, en Corée et en Chine. Bienvenue à June. À côté de June est Corey Timpson, qui est le directeur du département de la conception et des nouveaux médias et des collections. Il travaille avec le musée depuis 2009 et c'est lui qui a la responsabilité de concevoir les conceptions, les nouveaux médias et les initiatives à base de collection. Corey travaille principalement à faciliter l'interaction et les expériences de dialogue entre les visiteurs et avec les visiteurs, à la fois en ligne et sur les sites. Corey a un baccalauréat en art en droit de l'Université de Carleton et un diplôme en multimédia interactif du Collège Algonquin. Avant d'accepter son rôle avec le musée, il a passé 8 ans avec le réseau d'information sur le patrimoine canadien et aussi au Musée virtuel du Canada. Nathalie Fouadard est notre nouvelle coordinatrice des projets avec les nouveaux médias. Elle s'est jointe au musée en 2010. Elle était coordinatrice des expositions. Elle a une maîtrise en conception intérieure de l'Université du Manitoba et également un diplôme en ressources du patrimoine et un baccalauréat des beaux-arts de l'Université de Terre-Neuve. Son expérience comprend un poste de curateur de musée et différents rôles importants dans des groupes professionnels sans but lucratif et aussi des groupes étudiants, ainsi que de l'expérience dans les contrats de conception. Et finalement, le Dr Travis Tomchuk, qui est un des curateurs et des chercheurs du musée. Il est avec le musée depuis janvier 2012. Il a complété son doctorat en histoire à l'Université Queen's et avant ça, elle a obtenu une maîtrise en maîtrise en histoire de l'Université du Manitoba. Pendant toute sa carrière professionnelle et universitaire, Travis a acquis beaucoup d'expérience en recherche et en méthodologie d'histoire orale. Dans son rôle au musée, il va faire de la recherche pour les expositions qui vont principalement viser l'histoire des droits de la personne au Canada, ainsi que des sujets qui y sont liés. Merci beaucoup. Voilà, maintenant la discussion est terminée. Non, je plaisante. Donc, nous allons commencer avec Gilles. Gilles, on entend beaucoup cette notion d'idée, musée d'idées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un raccourci. C'est plus facile pour nous d'expliquer la manière dont on approche le développement de ce musée. C'est certainement le projet culturel le plus ambitieux dans toute une génération dans ce pays. Lorsque les gens pensent au musée, ils pensent en général à des objets avec des étiquettes qui décrivent l'objet,
Ces objets sont en général rassemblés dans des salles qu'on appelle des galeries. Il y a des thèmes de groupement. Et ça, ce sont les stratégies acceptées et surtout les stratégies auxquelles les gens s'attendent en matière de musée. Nous allons certainement avoir des objets, des artefacts, mais nous allons également utiliser d'autres stratégies pour raconter nos histoires. Encore une fois, lorsqu'on parle d'un musée, c'est rare qu'on parle de passer à l'action, de dialogue, des responsabilités individuelles. Tout ça, ce sont des notions avec lesquelles nous, au musée, nous travaillons tous les jours pour le développement de notre programmation, à la fois au niveau des expositions, mais aussi des programmes publics et des programmes scolaires. C'est simplement une expression, un raccourci pour décrire tout ce sur quoi on travaille. Donc, on va juste parler des idées, c'est ça? Oui, on va juste parler des idées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en bout de ligne? Ça va être quoi l'expérience des gens qui vont visiter le musée? Eh bien, nous allons utiliser toutes sortes de stratégies pour raconter des histoires, pour faire participer nos visiteurs. Bien sûr, il y aura de la technologie numérique, mais il y aura moins d'objets, moins d'artefacts. On ne va pas nécessairement s'appuyer sur ça. On va plutôt s'appuyer sur nos stratégies qui vont nous permettre de raconter les histoires que le musée veut raconter. Je pense que c'est la manière la plus simple dont je peux expliquer tout ça. Mais tous ces gens qui sont là vont pouvoir vous donner plus de détails. Formidable. Pourriez-vous parler un petit peu de ce que la technologie et les droits de la personne, je veux dire, c'est quoi la plus grosse difficulté dans la journée? Est-ce que j'ai beaucoup de temps pour répondre? Non, vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Alors, lorsqu'on parle de technologie et de musée et la manière dont on applique ces technologies dans les musées, eh bien, le Musée des droits de la personne, c'est vraiment une correspondance parfaite. C'est parfait pour le sujet que nous traitons. Je vais continuer ce que j'ai à dire. Nous, c'est un musée d'idées. Donc, nous avons des concepts, nous avons des idées. J'adore cette citation de Joseph Chadron. La vie, c'est une conversation merveilleuse. Alors, les droits de la personne, c'est un concept qui demande beaucoup de discussion. Il faut présenter les perspectives sur les droits de la personne. Lorsqu'on parle du rôle des médias et de la technologie, tout de suite, on parle, OK, de quelle manière est-ce que ces médias peuvent devenir des facilitateurs? Notre mandat, c'est d'encourager la réflexion et le dialogue. Donc, immédiatement, on commence à penser aux applications, aux appareils mobiles. C'est toute la manière dont on peut communiquer avec les gens. C'est vraiment une occasion unique dans la vie de travailler sur un projet comme ça. C'est pour ça que j'ai déménagé à Winnipeg pour venir travailler sur ce projet. Et c'est vraiment une correspondance parfaite entre le sujet du musée et la technologie et tout ce qu'on peut faire avec cette technologie. Okay, personnellement, je peux à peine utiliser mon BlackBerry et je refuse d'utiliser même un iPhone. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Vous n'arrêtez pas de parler de technologie, mais je vous dis, oh, moi tout de suite, je pense, mon Dieu, mais je vais avoir des difficultés avec ce musée. Comment je vais faire? Ça ne va pas marcher. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements? Alors, d'abord, félicitations pour admettre ce que vous venez d'admettre. Mais ce dont je vous ai parlé, c'est seulement l'aspect technologique. Mais la manière de bâtir un bon programme ou de bâtir de bonnes expositions, c'est qu'il va y avoir plusieurs facettes. Il va y avoir de nombreuses couches. Ça va pouvoir s'adapter à tout le monde. Nous avons avoir des expériences actives. Il faut que les gens puissent participer, entendre, dire ce qu'ils ont vu. Il faut qu'il y ait des relations réciproques entre le musée et les visiteurs. C'est ce que nous allons avoir comme environnement dans le musée. Ça va être un environnement très sensoriel. Tout le monde, personne ne doit se dire « Oh là là, ça va être un musée avec que de la haute technologie ». Non, il y aura quelque chose pour tout le monde. Nous allons respecter les habiletés de tout le monde, les capacités de tout le monde, et on va d'ailleurs vous en parler un petit peu plus tard. Je crois que nous allons avoir... Nous avons un contrat avec l'entreprise qui fait le plus d'exhibitions dans le monde. Donc, ce n'est pas seulement une question de technologie, mais la technologie, ça va certainement être un de ces moyens qui va nous permettre d'avoir une expérience complète dans le musée. Bon, Nathalie, vous voulez peut-être ajouter à cela. Corey a parlé d'accessibilité du musée. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Réponse. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Le musée a créé un comité consultatif sur l'accessibilité
ou sur l'universalité. Et la raison pour laquelle nous avons créé ce groupe-là, c'est constitué de 8 personnes avec différentes expertises qui viennent de partout au Canada. Et donc, nous avons mis sur pied ce comité-là pour qu'il puisse nous aviser sur ce que nous pouvons faire dans nos expositions et dans nos programmes pour créer la meilleure expérience pour tous les visiteurs, peu importe leur niveau de capacité. Bon, à l'heure actuelle, on examine toutes les expositions avec eux et on examine où est-ce qu'on peut utiliser les différentes formes d'accessibilité, l'ASL, ce qui serait les ressources qui seraient les plus appropriées. Le musée est très bien positionné parce que nous bâtissons de la base, nous partons de la base. Beaucoup d'institutions n'ont pas cette occasion merveilleuse-là. Bon, quand vous parlez d'accessibilité, est-ce que c'est vraiment une question de comment on se rend aux expositions? Réponse, non. Nous voulons que tous nos visiteurs puissent avoir une bonne expérience et puissent apprendre des choses au musée, qu'ils aient une expérience riche. Donc, nous cherchons des façons de faire cela pour tout le monde. Merci. Question. Travis, en tant que chercheur, vous participez au développement du contenu des expositions qui vont être là au début. Quelle est la partie la plus intéressante de votre travail? Réponse. La chose la plus intéressante, c'est faire les recherches. J'aime beaucoup l'histoire, donc j'aime bien lire des livres, des articles sur les questions liées aux droits de la personne gay. Et ma spécialité à moi, c'est le Canada en particulier. J'ai aussi un background en histoire canadienne, donc je suis déjà connaissant de beaucoup des questions liées aux droits de la personne. Mais pour les situations, les histoires que je ne connais pas très bien, j'ai l'occasion d'en apprendre davantage. À titre d'exemple, bon, si vous étiez un homme noir au début des années 1900 jusqu'à 1960, à cause de la discrimination, vos options d'emploi étaient très limitées. On parle de prisonniers ou de gardiens de prison qui ont des doctorats, mais ils font face à la discrimination. Porteurs de wagons-lits, plutôt. Bon, et donc ils travaillaient dans les trains, ils n'avaient pas beaucoup de pauses, on ne leur donnait pas des couchettes. Ils devaient payer pour leur propre repas pendant qu'ils travaillaient dans les trains de leur propre poche. Et même chose pour leur uniforme. Et quand ils mangeaient, quand ils prenaient des repas dans la salle à dîner, on leur permettait uniquement de manger à certaines heures quand il n'y aurait pas de passagers blancs dans les wagons. Mais si, mettons, un passager blanc arrivait, il voulait manger, pendant que des Noirs mangeaient, bon, on tirait un rideau autour du wagon pour qu'il n'y ait pas de contact entre les deux groupes. Bon, les Noirs ont formé leur propre syndicat pour lutter pour le changement, pour lutter contre la discrimination, mais ils devaient développer ou mettre sur pied leur propre syndicat parce qu'à l'époque, les syndicats blancs n'étaient pas ouverts à la participation des Noirs. Question. Bien, ça, c'est une histoire intéressante qui a des liens ici à Winnipeg. Très souvent, quand on regarde à la surface ce que vous dites, bon, on peut voir ça comme une question de discrimination, mais vous établissez des liens ailleurs aussi. Merci d'avoir partagé cette histoire-là. Question maintenant pour June. Qu'est-ce que vous faites? Réponse. Moi, je suis la directrice des programmes du département d'éducation et de programmation. Donc, nous travaillons à développer des programmes très riches. Et je regarde les élèves ici de Sisler. Lorsque nous ouvrirons notre musée, vous allez venir nous voir. Et il y a un endroit dans notre musée qui est réservé aux étudiants. Nous avons des salles de classe. Et ce ne sera pas une salle de classe normale comme ce que vous avez ici à l'école, mais il y aura toutes sortes d'activités pour vous en salle de classe et dans les galeries, différents thèmes. Et ça ne s'adresse à... On aura des choses pour tout le monde. Même des élèves
au niveau de la maternelle aux étudiants universitaires. Donc, nous élaborons toute une variété de programmes pour ceux qui viennent nous voir. Et aussi, nous allons nous déplacer dans la communauté. Question. Et qui sont vos partenaires aussi? Nous avons eu l'annonce de la collaboration entre la Fédération des enseignants canadiens. Réponse. Mais nous travaillons avec les départements d'éducation partout au Canada, mais nous avons aussi des partenaires pour un de nos programmes, par exemple, notre programme qui vise les étudiants. On veut les amener à Winnipeg, peut-être pendant une semaine. Donc, sur les thèmes de Winnipeg, bon, l'histoire des Autochtones, la grève générale de Winnipeg, les droits des femmes. Donc, nous travaillons avec des partenaires comme la Fondation Asper, Rotary International, les Rencontres Canada, pour rendre tout cela possible. Et question, pour ceux d'entre nous qui sommes peut-être un peu plus vieux, qui ont terminé nos études il y a bien longtemps, qu'est-ce qu'il y a pour moi au musée si je veux venir toute seule un soir ou avec ma famille? Oui, nous avons également des programmes pour ces personnes-là. Vous pouvez venir n'importe quel jour par vous-même. Il y aura des gens dans les galeries. Vous allez pouvoir parler avec ces gens. Donc, si vous n'êtes pas le genre à aimer la technologie, eh bien, nous allons avoir des gens qui vont pouvoir vous expliquer ce qui se passe dans les galeries. Ce seront des gens qui auront beaucoup de connaissances. Mais vous pourrez également regarder ce qu'il y a dans les galeries. Par exemple, si on parle du travail des enfants, vous allez voir un tapis et vous allez pouvoir essayer de faire les nœuds comme les enfants sont obligés de le faire dans certaines parties du monde. Il y aura des soirées films, il y aura des soirées débats pour les adultes et aussi des activités pour les enfants, comme par exemple l'heure de l'histoire. Et nous allons bien sûr avoir la musique et les arts. Nous voulons aussi démontrer que l'art, c'est une des manières les plus puissantes de faire passer la question sur les droits de la personne. Nous avons presque fini notre temps de discussion, mais Travis, je voudrais revenir à vous une fois. Nous avons entendu beaucoup de choses sur l'histoire orale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire orale et pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça veut dire pour votre travail au musée? Eh bien, l'histoire orale, ça repose sur des entrevues. C'est différent du genre d'histoire par journal qu'on a vu. Ce sont des situations dans lesquelles les instants sont courts. On va parler peut-être d'un point particulier. Mais ce que nous faisons avec l'histoire orale, c'est que nous l'avons filmé. Nous avons capturé ça en vidéo. Nous avons du personnel qui fait ça pour nous dans le cadre de différents travaux de recherche. Lorsque nous décidons d'utiliser un sujet particulier, eh bien, nous communiquons avec les gens qui ont participé à ça, que ça peut être un survivant d'un massacre, par exemple, ou d'une atrocité particulière, ou bien des gens qui ont combattu contre différents groupes ou différentes formes de discrimination. Donc, nous allons ensuite avoir un certain nombre de questions. Nous faisons une liste. On va leur parler de la manière... on va leur demander, bien sûr, s'ils veulent participer. On essaie de laisser ces gens raconter leur propre histoire à leur propre rythme. Dans certains cas, une entrevue, ça peut durer moins d'1 heure. Mais on a fait au moins une entrevue qui a duré jusqu'à 7 heures. C'est important pour nous parce que l'histoire orale, c'est un projet qui se poursuit, bien entendu, mais c'est un projet qui va aussi former le travail qu'on fait. L'histoire orale, ça va être une composante du travail et des projets qu'on va présenter au musée. Et c'est important parce que dans beaucoup de cas, les gens pour lesquels nous avons fait des entrevues, ce sont des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de raconter leur histoire avant. Et donc, ça devient en fait une partie de la collection d'histoires orales que nous avons au musée. C'est un outil de recherche, non seulement pour nous, mais aussi pour des recherches, des chercheurs dans le domaine, dans le monde entier. Depuis hier, nous avons fait jusqu'à 130 entrevues en date d'hier. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de vous être joints à cette discussion. Nous allons maintenant passer à la portion des questions. Merci. Nous allons donc maintenant passer à la période des questions et réponses. Je regarde le temps et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants de Sisler qui doivent maintenant retourner à leur horaire normal d'activité. Donc, nous allons d'abord donner l'occasion à ces étudiants de poser quelques questions.
Je vais vous donner donc l'occasion de le faire maintenant. Il y a peut-être une cloche qui va sonner d'ici 10 minutes. Ça veut dire que les étudiants doivent quitter la salle, mais le reste d'entre vous, vous pouvez rester ici. Vous n'êtes pas encore libre de partir. Donc, on va maintenant ouvrir le micro à l'arrière de la salle, s'il vous plaît. Adressez vos questions directement à moi-même. Et nous avons notre équipe ici à l'avant. Et selon la nature de la question, je déciderai qui est mieux placé pour répondre à votre question. Bonjour, je m'appelle James Wilson. Je suis un étudiant de 12e année ici à l'école Sisler. Et ma première question est la suivante. À l'heure actuelle, le gouvernement de l'Ukraine a inversé sa position sur le génocide qui, soi-disant, ne s'est jamais produit. Alors, lorsque vous entendez ce genre de choses, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment est-ce que vous réagissez? Je pense que c'est une question pour Clint Curl, qui est le directeur des relations. Alors, c'est une bonne question. Tout d'abord, je crois que nous avons besoin de parler un petit peu de la position officielle de l'Ukraine. En 2006, l'Ukraine a passé une loi qui a reconnu la famille de 1932-33 comme étant un génocide. Alors, le premier article de cette loi dit que en 1932-33, c'était un génocide. La famine qui a eu lieu, qui a été provoquée, c'était un génocide. Et le deuxième article dit que le déni de ce génocide, c'est vraiment enfreindre la commémoration de millions de personnes qui sont mortes lors de cette famine. Et bien sûr, c'est illégal. Et ça, c'était en 2006. Alors, en 2010, le président de l'époque, Yanukovych, a fait une déclaration publique selon laquelle la famine ne devrait pas être déclarée comme un génocide parce que c'était une tragédie commune à l'ensemble du peuple soviétique. Donc, vous avez une situation en Ukraine à l'heure actuelle. Il y a une loi qui n'a jamais été abrogée et qui identifie la famine comme étant un génocide. Et ensuite, vous avez une déclaration par le chef d'État qui dit que ça n'était pas un génocide. Alors, quelle est la position officielle en Ukraine à l'heure actuelle? Eh bien, la réponse, c'est que c'est de la confusion. En fait, c'est de la confusion sur ce point. Alors, à l'heure actuelle, le gouvernement ukrainien s'est engagé à respecter la loi. Donc, à ce niveau-là, c'est la loi qui est la position officielle. Nous sommes un peu dans un état de confusion en ce qui concerne la position officielle ou non officielle de l'Ukraine par rapport à ce génocide. Alors, votre question concerne le Musée canadien des droits de la personne. Je peux vous dire que notre loi s'est alignée avec le Parlement du Canada qui, en 2008, a reconnu la famine de 1932-33 en Ukraine comme étant un génocide. Je crois que c'est une histoire très importante pour notre musée et nous avons plusieurs expositions qui vont traiter ce sujet en détail. Merci beaucoup. Are you the keeper of all the questions? Bon, est-ce que vous allez... Okay, go ahead. Vous avez toutes les questions? J'en ai une deuxième. Oui. Étant donné que l'identité liée au genre devienne une question importante au niveau de la justice sociale, quelles sont les expositions et quels programmes d'éducation sont prévus? Bon, les questions liées à l'identité Sharon Riley, sexuelle. is our acting director of research and curation. Bon, les questions d'identité sexuelle ont été identifiées de toutes les façons lorsque nous avons fait notre évaluation pan-canadienne de ce que les Canadiens voulaient voir dans le musée. C'est revenu dans notre recherche auprès des experts et avec les activistes aussi. Donc, tous les aspects de cette question-là, que ce soit la violence ou l'équité, les questions des droits des lesbiennes et des gays, des bisexuels et de la communauté transgenre. Donc, c'est une question très importante pour nous. Et c'est important pour nous de répondre à toutes ces questions-là. Notre plan, c'est d'examiner cette question-là d'identité sexuelle dans toutes les galeries. Nous aurons 10 galeries différentes. Et je pense que cette question-là est soulevée dans chaque galerie. Et dans certains cas, plus d'une fois. Bon, plus précisément, en ce qui concerne l'identité sexuelle, nous avons 2 éléments.
dans les galeries canadiennes. Donc, un élément va examiner les lois en ce qui concerne la protection de l'identité et l'autre va incorporer des histoires orales et on va consulter des activistes et des membres des communautés pour examiner un peu l'expérience des personnes transgenres et des gays et lesbiennes, des bisexuels. Nous allons aussi, comme Stuart le disait plus tôt, nous allons adopter ou examiner des histoires positives, par exemple dans les communautés autochtones, le respect qui est montré envers les personnes qu'on appelle les two-spirited, les personnes ayant deux esprits. Et aussi, nous allons aussi parler de l'histoire des homosexuels à l'époque des nazis en Allemagne. Nous allons aussi examiner des questions de loi, quand on a adopté des lois pour protéger ces personnes. Et nous allons aussi examiner les activités auxquelles les gens peuvent participer pour créer une meilleure conscientisation, comme la question du taxage ou de l'intimidation. Dans d'autres galeries, nous allons montrer une carte du monde qui va montrer les enjeux les plus importants dans plusieurs pays différents et dans toutes les parties du monde. Une des premières questions que nous avons identifiées, c'était la question de l'identité sexuelle, et avec toutes les manifestations de cette question-là. Bon, Corey parlait de la manière dont nous allions numériser nos expositions. Eh bien, ça va être le cas pour cette exposition-là. On va pouvoir la mettre à jour presque quotidiennement. Donc, nous allons pouvoir examiner les luttes qui ont lieu à l'échelle nationale, ou internationale plutôt. Merci, Sharon. Je sais que la cloche va sonner, donc si la cloche sonne, faites une pause et vous pouvez continuer après la cloche. Je m'appelle Bradley Rossi, je suis en 11e année ici à l'école. Quelles sont les conséquences économiques du génocide et quel est l'impact sur la culture? Bonne question. Clint. Bon, Bradley, j'ai une bonne réponse pour vous. Bon, en vertu du droit international, je vais vous lire la définition. Le génocide est défini comme suit. Comme la tentative intentionnelle de détruire un groupe quelconque. Donc, l'intention de détruire le groupe, donc c'est une attaque contre le groupe. En vertu du droit international, il y a 5 manières, si vous voulez, ou 5 actes qui sont mentionnés. Bon, le meurtre du groupe, bon, les blessures, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, ou transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc, c'est ça le génocide. C'est la tentation ou la tentative de détruire le groupe. Ça, c'était la cloche, juste pour qu'on soit clair. J'ai manqué ma chance de dire quelque chose. Bon, les conséquences du génocide ont un impact sur presque tous les éléments. Raphael Lemkin, qui est le juriste qui a développé la notion du génocide au 20e siècle, disait qu'une des techniques standards, c'est de s'attaquer aux bases économiques du groupe cible, comme par exemple la saisie de propriétés ou d'entreprises, l'exclusion des membres de ce groupe de certaines professions. Ce sont des exemples. Donc, l'impact de ce genre d'attaques peuvent durer très longtemps. Ils peuvent avoir des économies ou des conséquences économiques très importantes. Le groupe, même après le génocide, les survivants sont dans une position tellement mauvaise du point de vue économique que ça peut prendre des générations pour s'en remettre. Et dans certains cas, surtout avec la saisie des propriétés, on ne recouvre jamais ces biens-là. On a aussi identifié des attaques culturelles comme une technique standard
génocide. Bon, par exemple, la destruction d'édifices religieux ou de sites sacrés, la déségration de ces sites-là, ou la marginalisation des langues. Ou aussi un autre exemple, bon, le fait de cibler des poètes, des écrivains et d'autres chefs culturels. Et on voit ça fréquemment dans les génocides. Et bien sûr, on a aussi il y a des répercussions à long terme avec le génocide. Quand on a une perte culturelle, non seulement le groupe victime en souffre les conséquences, mais le monde aussi en souffre les conséquences. C'est une question de diversité. Quand on élimine certaines formes de vie, cela a un impact sur tout l'écosystème. Et c'est la même chose pour la culture. Quand une culture est marginalisée ou démantelée, nous tous en souffrons. Bon, ces impacts destructifs deviennent des questions des droits de la personne. Et c'est une des raisons pour lesquelles notre musée parle de ce problème-là. Bon, c'est de l'histoire aussi, mais c'est aussi très actuel comme histoire. Et le musée peut aider les gens à se reconstruire aussi après un génocide. Alors, c'est une des raisons pour cela que nous avons plusieurs expositions qui vont parler de ce sujet-là. Thank you, Clint. Merci, Clint. Je m'appelle Ram Sousa. Je suis en 12e année ici à Sisler et ma question est la suivante. Étant donné que le gouvernement du Manitoba a récemment reconnu les droits des personnes transgenres dans notre Constitution, quelles mesures avez-vous prises pour faire reconnaître les droits des LGBT en ce qui concerne les droits d'utilisation des toilettes publiques, par exemple? Alors, vous êtes la directrice des opérations financières ici, vous pouvez répondre? Alors, est-ce qu'il y a nous avons beaucoup de toilettes publiques au musée? Et oui, nous avons également pris des dispositions et des mesures pour qu'il y ait des toilettes pour les personnes transgenres et les personnes unisexes dans le musée. Merci. Je crois que c'est tout ce qu'on peut autoriser comme question de l'école. Je vous remercie beaucoup d'être venu et je vous souhaite un bon repas de midi. Vous pouvez retourner à votre classe. Nous allons donc passer maintenant à la suite de notre session de questions-réponses. Et je me demande seulement si on pourrait, s'il vous plaît, le micro est là-bas. Et il y a Lise de ce côté qui a aussi un micro. Donc, si vous voulez, faites un signe, levez la main. On va vous amener le micro. Vous pourrez poser votre question. S'il vous plaît, on vous demande de poser une question à la fois. Si après cette question et la réponse, si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, eh bien, on pourra faire ça après la session de questions-réponses. Nous allons également prendre certaines questions qui nous sommes arrivées en ligne par l'intermédiaire de Twitter. Et nous allons poster un document sur les questions fréquemment posées sur notre site Web. Je veux aussi rappeler aux médias qu'il va y avoir une possibilité de questions pour les médias après notre réunion. Alors, quelques règles ici. S'il vous plaît, toutes les personnes vont poser des questions qui sont importantes. Nous n'allons pas répondre aux questions ou aux commentaires qui sont des insultes personnelles. Comme je l'ai dit, nous allons permettre à chacun de répondre une personne à la fois. Et s'il y a d'autres questions, nous allons revenir. Donc, Lise, je pense qu'il y a une question là-bas. Oui, allez-y. Allô? Bonjour. Je m'appelle Oster Parlexka et je suis l'ancien consul honoraire de l'Ukraine au Manitoba. Et je veux vous dire, j'aimais beaucoup Angela Cassie avant et je l'aime encore plus maintenant. Parce que si elle n'est pas capable de se servir de son BlackBerry, ben je peux vous dire, c'est mon type de femme, ça. Parce que moi, j'ai besoin d'une assistante pour utiliser un DVD chez moi. Alors, en général, c'est mon petit-fils qui s'en occupe. En tout cas, nous avons parlé de beaucoup de choses ici. Et je crois qu'il y a certainement eu beaucoup de bonnes mesures qui ont été prises par le musée au cours des dernières années. Je crois que ce n'est pas un grand secret qu'en tant que membre de la communauté ukrainienne-canadienne, et en plus un des membres, un des supporters originaires du musée, je pense que vous êtes tous d'accord sur ce sujet. Personnellement, je dois dire que je suis devenue cynique au fil des années et je suis franchement déçue de la manière dont les choses se sont déroulées
la prison qui était utilisée pour montrer les choses dans le Manitoba. J'aimerais dire que les déclarations les plus récentes du musée représentent un très grand progrès et de bonnes mesures, des mesures positives pour résoudre ces problèmes. Je voudrais référer aux commentaires de M. Murray. Il dit que nous allons examiner les questions de droits de la personne par l'intermédiaire de la perspective canadienne. Et je pense que c'est très bien. C'est un musée canadien. Alors ça, c'est très bien. Ça ne devrait pas être seulement une exposition de différentes tragédies. C'est quelque chose qui devrait mener les gens à comprendre ce qui doit être fait pour que ces tragédies ne se reproduisent pas de nouveau. Alors tout ça, c'est très bien. Je pense que c'est très bien tout ça. Alors, félicitations à l'équipe et en particulier à M. Murray, à Glenn Carroll, Angela Cassie et je ne sais pas qui d'autre va participer à cet effort. Mais merci d'avoir initié le contact avec le musée commémoratif de la guerre d'Ukraine et aussi d'avoir amené deux experts ici au Canada pour pouvoir consulter sur votre exposition. La question que j'ai, et je l'ai posé cette question le 10 novembre à M. Murray, j'ai remarqué dans le groupe cette personne dont je ne me souviens pas du nom d'ailleurs, mais c'est une personne qui avait plus de 35 ans. J'ai des inquiétudes au sujet de la capacité du musée d'attirer des visiteurs de manière répétitive. Pas la première visite. Je crois que tout le monde va venir au musée pour une première visite, juste pour voir. Mais pour que le musée réussisse bien, à rassembler les gens, à être une expérience d'apprentissage, une expérience éducative, j'ai de grandes inquiétudes sur cette approche type iPad que vous avez utilisée. Moi, je l'appelle l'approche iPad. Et dans ma lettre, j'ai écrit que ça ressemble à une présentation faite par CNN des élections américaines. Vous avez des carrés verts, des carrés rouges, etc. comme ça. Je peux vous dire, moi, ça m'excite, mais pas du tout. Peut-être que les étudiants qui viennent juste de nous quitter, oui, c'est peut-être pour eux, ça. Mais moi, j'aimerais que cet aspect, on en discute. Alors, je vais peut-être demander à Stuart de commencer, puis ensuite, on passera à d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ne pas m'embarrasser. Je vais répondre plus tard. J'ai pensé que peut-être vous aimeriez votre commentaire ici aujourd'hui. Alors, le fait de la vie, c'est que il y a une question qui a été posée. On a parlé d'un musée d'idées. Et je crois qu'en fait, ça correspond tout à fait à ce que vous avez posé comme question. On ne parle pas seulement ici de l'utilisation personnelle et individuelle de la technologie, on parle de la technologie en général pour essayer de répondre à des questions sur ce qui se passe à l'heure actuelle même au niveau des droits de la personne. Nous savons tout à fait que c'est un musée qui doit utiliser la technologie, mais on ne veut pas utiliser cette technologie pour aliéner les gens. Et nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui vont être aliénés par la technologie, donc on veut qu'il y ait aussi une expérience personnelle. On ne veut pas que les gens passent du temps à figurer la technologie, on veut que la technologie leur vienne directement. On veut utiliser la technologie de manière créative pour transformer le musée en une possibilité d'apprentissage qui va constamment changer. On veut que les gens puissent examiner les questions qui se passent au Canada et dans le monde. On n'aura jamais la même expérience en tant que visiteur parce que ça va changer tout le temps. Est-ce que j'ai répondu? Je voudrais juste réitérer de nouveau que, eh bien, c'est un bon ami à moi qui est le vice-président de la technologie à un musée de Washington, et c'est un musée qui s'appuie beaucoup sur la technologie. Mais il m'a donné une citation un jour, et il m'a dit « Les meilleures expériences dans le musée, ce sont les gens qui sont directement dans les galeries. » Et nous sommes responsables de nous assurer que la technologie dans ce musée, eh bien, on ne veut pas que toute votre expérience s'appuie sur la technologie. La technologie est là pour faciliter les choses, pour simplifier certaines choses, pour aider, mais on veut que ça soit vraiment une expérience sensorielle, mais multisensorielle lorsque vous visitez notre musée. On veut juste profiter de la maturité de la technologie qui existe à l'heure actuelle. On veut l'utiliser de manière sage et aussi efficace et rentable au niveau des coûts, mais ça ne sera pas une expérience entièrement technologique que vous allez avoir en visitant notre musée.
June, je pense, en a également parlé lorsqu'elle a parlé de l'éducation et de la programmation. On a parlé de l'art, de la musique, et de toutes sortes de programmes qui vont nous aider. Ça va donner aux gens toutes sortes d'occasions de revenir au musée. Bonjour, je m'appelle Jess Turner. Je suis coprésidente de la Ligue manitobaine des personnes ayant des handicapés. Bon, ma question est celle-ci. Le Canada et en particulier le Manitoba a une longue histoire en ce qui concerne le mouvement des droits des handicapés. Comment est-ce qu'on va mettre en relief cette histoire au musée? Et je pense qu'on sera tous d'accord que les handicaps ont un impact sur tout le monde. Donc, comment est-ce que cette question va être jumelée avec d'autres aspects des droits de la personne? Je vais demander à Sharon Ryland, directrice des recherches, de répondre à cette question-là. Bon, comme Nathalie l'a dit, nous avons un comité consultatif sur cette question-là. Nous avons commencé avec c'est un groupe de personnes qui peuvent nous aider à rendre l'établissement accessible pour toutes sortes de personnes, des personnes avec toutes sortes de compétences. Et ce comité-là a maintenant est en train de se transformer maintenant. Nous leur parlons des expositions que nous planifions, de la recherche que nous effectuons, et ils nous conseillent actuellement sur cette question-là, les droits des handicapés. Nous travaillons aussi avec d'autres groupes partout au Canada au niveau de la préparation de ces expositions. Donc, j'ai fait une présentation à notre comité au mois de mars et on m'a demandé de parler de tous les endroits où on va s'occuper des questions des handicapés. Et il y avait un nombre très important d'éléments, beaucoup d'expositions, y compris une des expositions dans la Galerie canadienne. C'est une petite zone, on en a 18 autour du périmètre de cette galerie-là. Et dans cet espace-là, on travaille avec l'Institut Brierson des droits des personnes handicapées à Toronto à préparer l'exposition. Nous avons... Donc, c'est une question très importante pour nous. Nous voulons continuer à apprendre et à modifier, adapter nos expositions pour faire face aux questions émergentes et des questions qu'on n'a pas couvertes dans la première journée parce qu'on ne peut pas tout faire au début. Donc, toutes ces questions-là sont importantes pour nous. Et on travaille en vue de respecter ces questions-là. Merci, Sharon. Je vais demander à Lise Pincus de poser une question qui nous parvient des médias sociaux. Bon, un message de Pamela sur Facebook. Elle aimerait savoir pourquoi les atrocités de notre pays sont écartées. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître nos faiblesses afin de ne pas les répéter? Réponse. Sharon, Stuart. Merci pour la question. Bon, d'abord, nous voulons être très clairs sur l'idée que le fait d'être un musée canadien, il faut respecter les gouvernements du Canada qui, au fil des ans, qui ont reconnu 5 génocides. Donc ça, c'est une zone qu'on veut mettre en relief. Dans la galerie qu'on appelle actuellement « Breaking the Silence » ou lutter contre le silence. Nous allons aussi parler d'autres génocides, comme le génocide au Cambodge et d'autres génocides qui sont moins connus. Bon, on sait qu'il y a beaucoup... Bon, quelqu'un a mentionné 80. Il fallait choisir un certain nombre pour l'ouverture du musée. Ça ne veut pas dire qu'après l'ouverture officielle, on ne parlera pas d'autres génocides qui sont importants pour les Canadiens que nous avons écoutés. Mais nous voulions commencer avec quelque chose. On voulait reconnaître le Canada.
ou des génocides qui sont reconnus par le Canada. Et je vais peut-être demander... Ah, Stuart, je vais interrompre. La question était plus précise. Là. On parlait des expériences canadiennes. On a parlé d'atrocités. Bon, peut-être que vous avez fait le lien avec des questions externes, mais on parlait du Canada, de l'histoire du Canada. Donc, est-ce que Sharon ou un membre de l'équipe peut parler plus précisément du Canada, de ce qui se passe au Canada à cet égard? Bon, une des questions que nous examinons depuis les dernières semaines, c'est l'idée de raconter des histoires canadiennes. Et moi, je dirais que nous le faisons déjà beaucoup. Nous racontons notre histoire et cela comprend les violations contre les droits de la personne et les luttes des personnes pour effectuer le changement, pour améliorer les conditions de vie pour leur groupe ou pour les différents organismes culturels, peu importe. Donc, quand on examine une question, par exemple, comme l'emprisonnement des prisonniers japonais, et ça, c'est un des points noirs de l'histoire canadienne, mais on examine cette histoire-là, on y fait face et il faut le faire. Mais on parle aussi du fait que les Canadiens d'origine japonaise, la première génération, deuxième génération et troisième génération, se sont organisés et ont lutté pour que le tort qui a été perpétré contre eux, eh bien, pour obtenir des excuses, pour qu'il y ait redressement de la situation. Et ils ont aussi lutté pour pour que les Japonais soient inclus dans la société, à part entière dans la société canadienne. Et ça ne fait pas si longtemps que ça, que cela a commencé. Bon, ça a commencé en 1945 avec le bombardement de Pearl Harbor. Donc, moi, je dirais que ça, c'est une histoire de réussite canadienne. C'est une atrocité, c'était une... Mais nous avons pu nous en remettre. Et je pense que c'est de cette façon-là, le Canada joue un rôle est un exemple. Les gens peuvent... le Canada, c'est un endroit où les gens peuvent lutter pour faire reconnaître leurs droits. Il y a toutes sortes d'exemples dans l'histoire canadienne comme cela. Bon, la Commission de la vérité et de la réconciliation, je pense que... Bon, le déplacement forcé des enfants autochtones dans les pensionnats, en commençant vers la fin des années 1800 jusqu'à très récemment, au 20e siècle, eh bien, ça a beaucoup nuit au développement et à la croissance du Canada et ça a beaucoup nuit aux Autochtones et c'est une question que nous traitons dans le musée. Et il faut le faire, à mon avis. Nous allons prendre une dernière question des médias sociaux. Est-ce que les premières opérations internationales du Canada vont être abordées dans le musée, Travis? Notre historien en résidence? Oui, la réponse est tout simplement oui. Je ne sais pas trop ce que je peux vous dire d'autre à part oui. Sa réponse, ça correspond aux 130 caractères qu'on peut utiliser. Alors, c'est une réponse tout à fait valable pour Twitter. We have just reached 12 o'clock. There's one more on social media. Il y a encore une question des médias sociaux. Alors, une dernière question. S'il vous plaît, veuillez fournir une explication pour la désertion de plusieurs anciens employés et ce qu'ils disent qu'il y a l'interférence de la part des gouvernements. Veuillez répondre à cette question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour la question. J'espère que je vais comprendre cette question et ce qui a été demandé. Alors, les faits de la vie sont les suivants. C'est qu'il y a quelques problèmes. Alors, tout d'abord, le début d'un projet, c'est toujours un défi. Et il n'y a jamais une seule raison pour laquelle les gens quittent le projet. Je pense que chacun prend sa propre décision. C'est un fait de la vie. Dans ce début de projet, ce noble projet canadien, eh bien, nous avons eu des défis, c'est vrai. Et nous n'avions pas de certitude au niveau du financement.
La certitude au niveau du financement, eh bien, ça a été juillet 2012. Et ça a été vraiment un point tournant. Ça nous a permis de mettre au point un programme principal pour une inauguration en 2014. Avant ça, vous devez comprendre que certaines personnes ne pouvaient pas faire face à l'incertitude. Ils ne savaient pas quand c'est qu'on allait ouvrir. Alors, les défis, oui, bien sûr, nous en avons eu. Mais je crois qu'il faut être clair pour répondre à la personne qui a posé cette question. Comme je l'ai dit du pupitre tout à l'heure, eh bien, j'ai tout à fait confiance dans les hommes et les femmes qui participent à cette organisation. Je sais que nous allons ouvrir ce musée en 2014. Comme je l'ai dit, dans le début de l'année 2013, on va commencer à parler de la date exacte en 2014. Je sais que nous sommes tous engagés à créer quelque chose qui va correspondre à ce à quoi s'attendent tous les Canadiens et ça va être quelque chose dont tous les Canadiens pourront être fiers. Je crois que ça nous amène à terminer sur ça. Individus, I'd like to just extend a few thanks. First to Vice Principal Ken Reimer. Je veux remercier quelques personnes. Tout d'abord, Ken Reimer et George Heska, ainsi que tout le reste du personnel de l'école Sisler. Merci beaucoup. Je voudrais également remercier tous nos présentateurs aujourd'hui, ainsi que les traducteurs à l'arrière de la salle et notre interprète de langage des signes, Tania, qui est ici. Merci beaucoup. Aussi, toute notre équipe technique qui sont restés ici très tard hier soir pour régler tous les problèmes techniques et qui étaient ici ce matin très tôt pour continuer. Alors, à l'arrière de la salle, merci beaucoup à tout le monde. Scott and Caroline, here at the side of the room, qui étaient ici à côté de la salle, eh bien, ils ont suivi tout ce qui se passe sur Twitter et sur les médias sociaux. À tous ceux qui nous ont aidés avec tous les problèmes qui sont liés aux technologies de l'information, un très grand merci à cette équipe. Je voulais juste prendre un petit instant aussi de remercier mon équipe. I would just like to thank my small yet powerful team. Je veux remercier mon équipe qui est petite mais bien puissante. Lindsay, Maureen et Amy. Ça a été une année difficile, un projet très excitant et ça a été à la fois un plaisir et un honneur de travailler avec vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour faire en sorte que aujourd'hui et tout ce qui s'est passé le mois dernier et l'année précédente se déroule. Alors, merci beaucoup à tout le monde. And of course, to our board, et à notre conseil d'administration, au reste de l'équipe du musée, à tous nos amis au musée de la Fondation. There will be a media availability. Il va y avoir maintenant une occasion pour les médias à l'avant de la salle. Merci beaucoup. Conduisez prudemment et ayez une excellente journée. Merci à tous.